Mesdames, Messieurs, chers participants à ce régulier, à ce webinaire d'actualité consacré aux enjeux de développement durable, de responsabilité d'entreprise, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau en ce mois de juin, ce jour de l'été. Ça se voit pas, mais c'est un, un moment qui clôt un semestre important. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet pour comprendre ce qui s'est passé depuis notre dernier rendez-vous de mai. Et vous le savez, d'un point de vue méthodologique, je veille à ce qu'on reste sur des tendances de fond, à ce qu'on épure un peu l'actualité, et ceci n'étant pas une revue de presse, on s'attarde aux phénomènes qui peuvent avoir un sens et qui nous éclairent dans la pratique du métier et des sujets. Alors, évidemment, je commence par l'actualité de ce mois qui a été marqué au début par l'élection européenne en France et dans les pays de l'Union, dont il faut tirer des enseignements en termes de politique développement durable, parce que ce mandat qui s'est terminé a été très largement consacré à travers le Green Deal à la transition écologique et que cette question a été au centre des campagnes et elle permet, à travers les résultats, de se faire une idée. Donc, en gros, ce qui ressort de l'analyse, c'est que donc la majorité a été infléchie, mais elle reste dominée par le courant PPE, sociodémocrates et un peu libéraux, euh, qui veut conforter ce Green Deal, tout en, du fait des choix qui ont été faits, qui sont très engageants sur le plan des investissements et des acteurs, mais qui sont soumis à la forte pression dans les États, d'abord des partis populistes qui montent, on va en parler une seconde sur la France, et par ailleurs qui doivent tirer les leçons d'un débat qui a été très, très critique sur la façon dont est ressentie aujourd'hui la transition écologique dans les différents couches de la société et notamment dans les petites entreprises. Donc, ce que nos deux intervenants commenteront tout à l'heure très fortement. J'en profite en ce début de rappeler qui sont nos intervenants que nous avons invités comme nous le faisons à chaque fois. Donc, en premier, je donnerai la parole à notre expert, je remercie des PME, je le remercie infiniment de nous consacrer du temps, c'est Guillaume de Bodard, qui dirige depuis maintenant bien longtemps et qui a creusé ce sillon de la problématique RSE pour les PME au sein de la CPME où il dirige ce sujet et ensuite Marc Fleurbeck qui est un académique bien international bien connu de Paris School of Economics et à Princeton et dans d'autres milieux académiques où il a traité très très largement notamment la dimension sociale du sujet et c'est en ce sens que Marc nous éclairera sur ce volet particulier. Alors, on rentre là dans un nouveau contexte européen qui sera du reste animé par la Hongrie, c'est pas neutre, et qui est marqué quand même par un échec des courants écologistes sur lequel il faudra réfléchir. Et je donnerai quelques pistes qui ressortent des analyses qui ont été écrites ici et là et faites ici et là, avec un grand reproche peut-être d'une vision et d'une approche trop normative de la part de la commission sortante enfin, des institutions sortantes et avec probablement une incapacité à accompagner les ruptures comportementales qu'exige la transition et qu'on a poussé et de manière courageuse et utile en Europe, il faut le dire, mais avec beaucoup d'incompréhension qui se paye aujourd'hui. Voilà. Alors, le reproche qu'on donne dans cette élection qu'on a fait, que j'ai entendu de beaucoup d'acteurs, c'est de dire la commission, elle a trop collé aux ONG. On le voit notamment dans le dossier finances durables, d'où la complexité, d'où l'aspect parfois trop tranché et une insuffisance d'approche en matière contractuelle, en matière d'accompagnement. Et donc, c'est là-dessus que va être interrogée euh, la prochaine commission, qui est tirée entre la problématique agricole qui est centrale, qui a été sous-estimée, et la problématique sociale pour conjuguer les questions sociales et les questions environnementales. Donc, le G7 qui s'est déroulé, qui n'est pas rien, qui est pas rien, il a marqué cette image, le résume assez bien. Hein, c'est l'alliance Mélanie van der Leyen
par rapport à une écologie qui, elle, donc, aujourd'hui, se retrouve un peu en faiblesse, mais quand même quelques initiatives dans je sais, sur le terrain coopératif à signaler. La régulation essaie de reprendre la main sur l'IA. Hein, on est conscient des implications problématiques de l'IA et donc on veut pas laisser filer ça. Et puis, sur la sécurité alimentaire, c'est à noter. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement de passer les quelques axes que j'ai indiqués là. Alors, le vote européen, c'est probablement aujourd'hui une affirmation assez nette d'une faiblesse sociale dans la population européenne. Alors, je cite le travail qu'avait fait Philippe Pochet sur l'égalité de l'Europe sociale. Il s'est fait des choses, incontestablement, on peut pas nier, il y a eu des travaux d'accompagnement. On voit bien même le dernier texte qui est passé juste là, il y a quelques jours, Restore for Nature, est un texte très ambitieux, est un texte sur la biodiversité et autres, mais il a été très aménagé et ça augure de ce qui va se passer maintenant sur les questions de si on a des besoins, ben, il ne faut pas pousser trop fort. Il faut d'abord protéger les Européens. Et donc, on voit bien qu'on a une transition peureuse, on a une transition qui inquiète, une transition qui a des problématiques d'accompagnement. Et ce qui est difficile, c'est de concilier ça. On en a déjà parlé, c'était au cœur du débat électoral le mois dernier, entre une tech qui détermine la compétitivité et puis une protection, un État-providence qui alourdit les choses. Voilà. Alors, moi, je retiens, si vous voulez, pour l'information, pour votre information, quand même qu'on voit bien que les choses ont avancé néanmoins. On a, dans le sens de ce qu'on appellerait plutôt, ce qu'on appelle aux États-Unis un capitalisme vert, qui n'est pas un sustainable capitalism. Ça, c'est vraiment pas la même chose. Du reste, je vous renvoie à l'étude de Axilia, qui est très intéressante, mais qui est pas très nouvelle par rapport à ce qui avait été fait autrefois avec l'IPNL, mais qui dit bien que, avec son indice vérité 40, que si on affecte les coûts carbone émis, du carbone émis au CAC 40, bah, on en a la moitié aujourd'hui qui passe en rouge et qui pose problème. Bon. On voit aussi, Guillaume nous en parlera, je l'espère, un peu une articulation du côté des CSE, on voit que les acteurs sociaux sont pas tellement engagés encore sur le sujet. Euh, c'est assez net. Et puis, il y a quand même beaucoup de problèmes sociaux qui ont été posés. Le dernier qui est très intéressant, c'est le dumping qui est fait sur le terrain du transport routier en Europe avec la question des conducteurs qui est toujours pas réglée, etc. Sur ce terrain social, quand même, un point important, c'est l'inflexion très nette de la CGT qui a organisé ses États généraux de l'environnement et qui veut compter sur ce sujet plus qu'elle ne l'a fait. Alors, côté écologie, je reviens pas dessus, mais beaucoup disent, comme Nicolas Domnac, un bon analyste, de dire c'est une déroute, il passe de 53 à 71, c'est évidemment une transformation qui interroge, c'est le parti de la transition, et ben aujourd'hui il est quand même déjugé, probablement dans sa méthode plus que dans ses orientations, par l'électorat européen. Alors, euh, on ne peut pas ne pas passer une seconde, mais je ne veux pas entrer dedans parce que c'est trop lourd, trop complexe, trop chaud sur le débat français qui est évidemment associé maintenant à l'élection européenne, qui pose quand même deux, trois questions. C'est est-ce que la France, après ces élections, sera plus, moins dans la durabilité, etc. Je n'en sais rien. On voit bien en tout cas qu'il y a un lien très direct entre les positions des uns et des autres et les grands enjeux qui se touchent aussi bien aux questions salariales, aux questions du tissu économique, aux questions de la formation, de la pression fiscale, etc. Bon, mais ça veut dire une chose, je ne retiendrai que celle-là à ce stade, qui est extrêmement intéressante, c'est contrairement à une Allemagne qui n'a pas bougé dans sa ligne de modèle économique finalement depuis 48, l'économie sociale de marché avec un patronat qui prend des positions fortes sur la xénophobie ou autre, on a une France qui n'arrive pas, mais ça depuis plus d'un siècle, à choisir son modèle économique et social et qui est écartelé entre plusieurs modèles. Et dedans, peut espérer que le modèle durable, responsable, émerge et fasse consensus à l'intérieur de tout ça comme un point aujourd'hui qui réunirait un peu les uns et les autres. Ça n'est pas le cas. Le gouvernement qui sort a
n'a pas porté ce modèle, je peux argumenter s'il le fallait, et l'Europe a fait des choses, mais sans avoir une approche globale de ce modèle. Et donc, ce modèle, il progresse par petites touches, mais il n'est pas aujourd'hui, avec un grand L, le modèle que la France se donne. Voilà. Donc, on en reparlera et nos experts pourront commenter mieux que moi cette situation, mais elle est évidemment très fondamentale. Et on n'en est qu'au début. Alors, le débat aujourd'hui qui est fort et sur lequel Guillaume de Bonnard va nous éclairer un peu du point de vue des PME notamment, ça reste l'application CSRD, c'est-à-dire la mise en œuvre du reporting, qui n'est pas si simple. Je signale le très bon travail qu'a fait l'ANC sur les deux CRS là, qui vient d'être complété cette fois-ci. Et les FRAG a aussi complété ces ESRS en intégrant la TNFD. Bon, face à une compétition des Américains qui n'arrêtent pas, hein, ils n'arrêtent pas, c'est-à-dire qu'eux, ils passent leur temps à faire des communiqués en disant ah, tel pays nous a rejoints. Bon, il y a des aides nationales qui ont été mises en place par pas mal de pays pour accompagner la CSRD, on voit bien que le milieu économique a encore des problèmes de compréhension, à part, je dirais, les 100 leaders qui connaissent le sujet. Bon, le concept de matérialité, alors bon, au début, on s'était battu sur ce mot pour dire c'était la pertinence, c'était l'importance. Bon, mais ce mot n'est pas compris, étonnamment. Guillaume de Bonnard a organisé une réunion à ces PME. J'ai constaté que beaucoup de gens en parlaient sans avoir tout à fait bien compris que l'analyse des impacts, ben, c'était pas quelque chose de très, très compliqué et ils se prennent la tête souvent sur ça. Bon, on en parlera. Euh, L'utilité du process, à quoi ça sert? C'est pas une norme pour une norme. La progressivité, on a le droit de le faire par étapes. Et puis, la démarche qui tient beaucoup à cœur de ces PME, celle des secteurs. Hein, et celle-là, bah, elle vient et elle va résoudre beaucoup de choses. Voilà. Alors, c'est dans un contexte quand même où il y a eu un papier très important que je signale comme des échos qui s'appelait Peut-on encore croire les entreprises? Où la façon dont les entreprises gèrent leur information pose question ici et là. Hein. Bon, c'est important parce qu'il y a des procès en cours aujourd'hui sur un certain nombre de diffusions d'informations et autres. Donc, on demande aux entreprises d'informer sur leur performance, mais encore faut-il aussi qu'elles le fassent avec rigueur. Bon, c'est un défi. Alors, au-delà de cette question du reporting qui nous touche fortement, mais qui va, je pense, encore une fois, Guillaume nous éclairera, qui va se mettre en place quand même par apprentissage. Il y a la question cruciale, aujourd'hui un peu l'échec à corriger, c'est-à-dire les fonds ESG, sont-ils vraiment ESG? Et là, donc, c'est l'ESMA, donc l'autorité des marchés européenne, qui tape du poing sur la table, alors, qui vient de sortir un guide, qui demande à ce que finalement on passe par les labels. Bon, ça fera plaisir à Guillaume de Bedard, hein, on passe par les labels, et qui dit maintenant, bon, bah, écoutez, article 9, très peu qui répondent, mais on va simplifier tout ça, on va clarifier tout ça, et il faut absolument qu'on envoie de l'information à l'épargnant où il se retrouve clairement. La France a fait son petit boulot avec le label ISR, qui est pas si mal de ce point de vue-là. Euh, Bon, mais les exclusions sont pas encore considérées comme très, très, très claires et on peut pas dire que les réseaux jouent tellement le jeu encore aujourd'hui. Mais ça, ce point-là, il est extrêmement important. Il y va de toute la crédibilité du dossier finance durable. Si l'épargnant n'a pas une claire vision de là où il met son argent, notamment avec le dernier produit qui a été lancé dans la loi Industrie verte, hein, pour les jeunes là-dessus, et que c'est vrai, et que le concept de durabilité ne pose pas problème, là, si on ne fait pas ça, là, le doute va s'amplifier. Donc, on a, au-delà cet enjeu aussi, on le voit en permanence, on ne peut pas ne pas le rappeler, aussi des problématiques très fondamentales qui demeurent. Je veux dire que les gens soient d'accord, pas d'accord, qu'ils prennent leur temps, qu'ils disent ben, on verra demain, il faut nous aider, etc. Très bien. Mais pendant ce temps, la Terre chauffe et les enjeux se font. Alors, je ne peux pas me parler des 1000 morts de chaleur à la Mecque, de New Delhi, etc., mais, ou des inondations en Europe. Mais on a une problématique qui a été rappelée par des scientifiques ce mois-ci de manière très nette sur l'évolution des chiffres de réchauffement, beaucoup plus préoccupant qu'on a pu l'imaginer, et le stock
de CO2 qui pourrait être fait pour tenir moins de 2 degrés, bah, il se réduit, donc l'échéance sera. Voilà. Alors, même si la Chine accélère et dit qu'elle atteindra son pic des émissions en 2030, alors elle l'avait posé plutôt en 2060 dans ses premières prévisions, donc même si on a ça, il y a toujours des sujets très, très lourds qui sont signalés notamment par les Nations Unies. Alors, d'abord, une COP29, là, en Azerbaïdjan, qui ne se présente pas extraordinairement. La préparation de Bonn n'a pas été très bonne. Des débats sur la déforestation qui aussi sont assez difficiles. Les États-Unis qui s'en sont pris à l'Europe en disant sur la déforestation, vous allez trop vite. Bon. Des alertes sur la question du sable, des captages d'eau. Je signalerai une information que j'ai trouvée très intéressante. C'est le patron des eaux de Paris, hein, André Santini, qui dit les polluants éternels. Non, c'est un sujet extrêmement sérieux. On met 1 milliard pour avoir des membranes aujourd'hui qui les empêchent dans l'eau, mais ils sont dans l'eau potable. Donc, c'est des sujets qui ne sont pas des petits sujets venant donc d'un élu de la région parisienne important. Voilà. Bon, donc on a ces warnings qui sont là devant nous. Bon. Euh, Si on fait, pour aller très rapidement, un peu un point de quelques initiatives ici et là, parmi les initiatives positives ou moins positives qui ont eu lieu de la part des acteurs, je voudrais vous en signaler quelques-unes. Donc, on voit, si vous voulez, que on a quand même, alors la distribution qui va et vient, fait les choses, mais là, qui a balayé complètement les velléités de la Commission européenne sur la question des délais de paiement, ça intéressera les petites entreprises, hein, en disant, vous n'avez pas, c'est notre modèle, touchez pas. Bon, ben, ok. On a vu aussi que sur les véhicules hybrides, il y a un vrai problème d'affichage qui aujourd'hui pose problème. Sur les mines, on en a déjà parlé et on voit très très fortement qu'il ne faut pas se raconter d'histoire sur ce qui a été fait. On reste importateur et dans des conditions encore très complexes. Bon, et le bilan qui a été sorti des dernières assemblées générales, quand même, il est intéressant, il était publié ici et là, forte insatisfaction quand même du milieu actionnaire sur les questions de rémunération et les résolutions climat. Alors, pour ça, je renvoie quand même à un texte qui est quand même un texte qui est une inflexion. C'est le rapport du Sénat qu'on attendait plus favorable à Total concernant donc la politique, on a revu l'ensemble de la politique de Total Énergie et qui est assez, en fait, qui est assez critique, hein, euh, qui est assez critique, qui dit d'une certaine manière, l'État devrait reprendre la main un peu sur la façon dont Total organise un peu sa stratégie. Elle n'est pas raccord tout à fait avec la vision nationale. Bon, voilà. Donc, ça clôt un peu d'une certaine manière le débat qu'avait ouvert Patrick Pouyanné, dont on a parlé sur vous m'embêtez, je vais à New York et ça sera plus simple. Oui, mais bon, il faut choisir son camp. Alors, la loi GEC, bilan problématique. On voit bien que sur les déchets, les volumes augmentent, leur valorisation ne va pas, les coûts augmentent. Là, on a aussi une situation qui n'est pas du tout satisfaisante. Bon. Intéressant, c'est l'Ordre des architectes qui en rajoute sur la question de l'étalement pavillonnaire que Madame Vargon avait déjà posé en disant trop, c'est pas durable. Mais cela dit, c'est le modèle français, hein. Et qui veut empêcher ça, ben, se heurtera à toutes les collectivités et à l'opinion. Donc c'est un vrai sujet, hein. Et j'ai noté quand même sur les produits ultra transformés qui font débat aussi, la dernière position d'Intermarché sur cette question, donc qui en rejoint. Voilà. Alors, je termine. Donc, je signale, on voit qu'il y a un débat quand même qui se durcit, qui se radicalise sur toutes ces questions dans le milieu scientifique. Je ne sais pas ce qu'en pense Marc, il nous le dira, mais il y avait une analyse du monde qui était assez forte sur ces questions-là. Ça n'empêche pas, alors les business schools, qui ne sont pas les premières à activer la transformation et la transition, je suis très critique à leur égard personnellement. Bon, mais je cite quand même le M Lyon qui fait un effort sur ces questions-là. Pour autant, l'information importante, je dirais un peu sociétale, c'est la première décision quand même de cette juridiction spécifique qui a été créée sur les questions de ce qu'on appelle les enjeux émergents, dont la question de la transition écologique, donc auprès de la Cour d'appel de Paris. Donc
parquet spécialisé, c'est très important, et qui a comme considéré que les recours des ONG sur le devoir de vigilance, qui touchent Total notamment et EDF, ben, sont recevables. Bon, voilà. Donc là, on a une judiciarisation qui marque une étape. Je termine sur les bouquins et publications intéressantes que je voudrais vous signaler. Alors, un livre vraiment majeur de Dominique Schnapper sur la crise de la démocratie actuelle, qui est évidemment liée à toute cette rupture, toutes les ruptures en cours dans les classes moyennes et aux échecs un peu qui ont eu lieu ces dernières années dans la façon de solidariser nos sociétés. The Anxious Generation, ça c'est un phénomène qui est aux États-Unis et chez nous aussi très important. Comment finalement la peur de l'avenir transforme les esprits, et un livre remarquable de l'économiste Antoine Brander qui remet en perspective le rôle du capitalisme versus la nature, versus la planète, et assez accusatoire sur le fait que le monde capitaliste est tourné vers la vocation productive plus que vers une vocation d'intérêt général. Voilà. Pour autant, dernière recommandation, dans la dernière livraison de la Harvard Business Review, un article du spécialiste de nos questions, Bob Eccles, qui dit, attention, les directions de développement durable, il faut qu'elles évoluent beaucoup, beaucoup plus vers des logiques de transformation et qu'elles quittent le terrain de la com qu'elles ont fait. C'est un message très fort venant de lui et venant d'un acteur américain en particulier, donc je vous le signale. Et donc maintenant, je voudrais passer la parole, donc je suis dans les temps presque, à nos experts pour qu'ils réagissent, qu'ils corrigent ce que j'ai pu dire d'une part, et surtout nous éclairent du vu de leur point de vue et de leur expertise. Alors, je vais pas, avant de passer, de demander à Marc Florbet, sur le plan académique, de nous revenir un peu sur les grandes orientations et de les analyser en profondeur, je voudrais demander à quelqu'un qui a une mission et qui a une expérience opérationnelle très forte, à Guillaume de Bodard, qui dirige, je l'ai dit, toutes ces questions de développement durable et des RSE pour la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et j'aimerais que Guillaume, dans un premier temps, et puis je le relancerai sur d'autres questions, nous dise comment il voit ce moment d'application de la CSRD qui panique beaucoup de gens. Il y a de la mauvaise foi, il y a des questions de complexité objective, mais est-ce que, vu des PME qui seront quand même concernées dans quelques temps et qui s'en occupent au vu du projet de la Commission, dit VSME, comment ils voient ce contexte, Guillaume? Oui, bonjour à tous. Merci Patrick. Je me présente, donc Guillaume de Bodard. J'ai deux casquettes ici. La première, c'est de représenter la CPME et donc les PME françaises sur ces sujets environnementaux et de responsabilité. Et deuxièmement, je suis par ailleurs responsable d'un cabinet qui intervient sur ce champ de la qualité et de la RSE. Donc j'ai une double casquette opérationnelle et puis un observatoire plus Alors, d'influence. on doit dire, Guillaume, on doit le dire, on n'insistera pas dessus parce que tu as souhaité que ce ne soit pas à ce titre-là que tu interviennes, mais je suis obligé de dire aux participants que tu es aussi le nouveau président de la plateforme RSE. Voilà. Exactement. Mais si je n'en Bon, parle pas, c'est que mon discours ne sera pas à voilà, ce titre. la mise au point Alors, est faite. voilà. Dans ta présentation, Patrick, il y a un moment, c'est écrit pourquoi tant d'incompréhension sur le reporting. Donc, je vais vous donner la position des PME françaises, voire européennes, sur ce sujet et essayer de vous montrer que ce n'est pas parce qu'on défend une approche normative qu'on considère trop complexe qu'on nie l'importance du sujet de la transition. Vous voyez, parce qu'assez rapidement, on hystérise le débat et on nous accuse assez rapidement en disant c'est peut-être un peu compliqué, c'est-à-dire l'objectif est louable, mais la mise en œuvre est un peu compliquée. Assez rapidement, certains partisans militants vous disent rapidement vous êtes contre le sujet. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. D'abord, expliquer ce que c'est que la CPME. La CPME représente, au sens légal du terme, les PME françaises et elle est composée de fédérations professionnelles, donc qui adhèrent à la CPME, ainsi que de territoires. Et ce qui est important, notamment dans le discours de M. Florbet, c'est que nous sommes un partenaire social dans la réglementation sociale, c'est-à-dire qu'on négocie ce qu'on appelle des accords nationaux interprofessionnels avec les centrales syndicales. Et il a été dit que peu de choses avaient été faites par les partenaires sociaux dans la présentation de Patrick. Ce n'est pas totalement faux. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un engouement
total des partenaires sociaux sur ce sujet. Cependant, nous devons citer en 2023 deux accords interprofessionnels importants. Le premier Voilà. sur le partage de la valeur, quand même, en matière sociale, le partage de la valeur en novembre 2023, et puis un autre qui a été un peu moins connu sur la transition écologique en avril 2023. Donc les partenaires sociaux, c'est-à-dire le camp patronal et le camp des syndicats salariés, ont travaillé sur ces deux sujets. Mon intervention va être sur trois sujets. Premier sujet, la CSRD en général. Comment on a été associé? Qu'est-ce qu'on pense de la CSRD en général? Deuxième sujet, le cas particulier de la norme volontaire pour les PME. Et puis, le troisième sujet, c'est les enjeux pour les PME de tout ça. Comment dans leur vie pratique, ça se met en œuvre. Je te laisse rebondir, Patrick. Oui, alors donc donne-nous si tu veux cette mise au point sur on soutient la transition, mais on demande à ce qu'elle soit faite dans de bonnes conditions. Donc là-dessus, le texte CSRD, bon, il est en cours et il y a des modes d'accompagnement, mais est-ce que pour vous, vous avez tu as le sentiment qu'il peut être approprié? Alors, avant de venir à la partie volontaire purement moins de 250 salariés, est-ce que en l'état, pour les plus de 250, tu estimes que c'est une question de pédagogie qui va mettre 2 ans et que c'est bon ou pas? Ou pas? Le premier point, vous l'avez bien compris, c'est que les PME ont bien compris que le sujet de la RSE était incontournable et il y a de nombreuses années qu'elles ont engagé, vous le savez, des actions. Ça a démarré par l'environnement. Je ne reviens pas sur le champ social parce qu'en France, c'est quand même très réglementé le champ social, mais en matière environnementale, il y a eu des efforts considérables et avec un poids très important des secteurs professionnels, des fédérations professionnelles. Parce que vous le savez, en tant que connaissant le sujet, la partie environnementale, elle se traite par métier. L'impact environnemental n'a rien à voir entre une entreprise de service et une entreprise industrielle. Ça, c'est de la logique pure. Donc, on travaille sur ces sujets à la CPME de manière ancienne et on soutient le mouvement qui est lancé. Deuxième élément à dire, c'est que cette réglementation CSRD, c'est la première fois qu'il y a une réglementation RSE qui touche les PME, puisque Oui. avant, ça touchait les grands groupes, et on ne dit pas assez que c'est la première réglementation qui est en train de s'appliquer aux PME. Donc, on partage l'objectif, je vous le rappelle, parce que vous le connaissez, économique et financière, sous-entendu, de favoriser la transition. Il y a un aspect financier fondamental, ça a été dit, hein, diriger les flux de capitaux vers des investissements durables. Donc, ça nous touche beaucoup en tant que PME. Intégrer la durabilité dans la gestion des risques. Donc, on est des opérateurs, on est opérationnel, on a bien compris ça pouvait aussi être des opportunités, notamment dans une meilleure gestion de nos risques. Le lien entre le reporting financier et le reporting de durabilité. Hein, on a tous des commissaires aux comptes et des attestations de commissaires aux comptes. Et puis, le sujet de la comparabilité, notamment par métier. Donc, encore une fois, sur l'objectif, on partage l'objectif. Maintenant, sur le sujet, qu'est-ce qu'on pense de la mise en œuvre de manière globale de cette CSRD dans son ensemble? D'abord, on y travaille depuis 3 ans, c'est-à-dire que la France, les PME françaises ont été, vous le savez, c'est une réglementation européenne, c'est une directive, mais la France a été assez en avance sur le travail d'influence sur ce sujet. On a très rapidement rencontré l'EFRAG, Patrick de Cambourg, qui a toujours eu, face à nos inquiétudes, un souci de nous rassurer en disant, vous verrez, ça se passera très bien, etc. Il est clair que pour les PME de plus de 250 salariés, parce qu'en fait, il y a deux sujets, il y a les Oui. seuils, il y a un effet de seuil majeur. Pour les grands groupes qui étaient soumis à la déclaration de performance extra-financière, des contacts qu'on a avec eux, et il suffit de se référer à ce que dit l'Association des grandes entreprises, bon, ils sauront faire, ils ne s'en réjouissent pas, ils trouvent qu'il y a quand même beaucoup de complexité, mais ils sauront faire, ils ont des équipes dédiées. Je rappelle quand même que les PME, c'est 99,9% des PME Oui. TPE en France, c'est 99,9% des entreprises françaises. Mais c'est vrai qu'en valeur ajoutée, on est moins important que les grandes entreprises. Bon.
Donc, mais ce dont on ne parle jamais, c'est qu'on dit plus de 250 salariés, ce sont les grandes entreprises. Une boîte qui va être touchée à partir du 1er janvier 2026 de 250 à 500 salariés, ce n'est Oui, pas ce que j'appelle une grande entreprise. Et oui, celle-là, je les connais bien par mon activité professionnelle et je peux vous dire qu'ils sont en train de découvrir le sujet. Donc, ce qu'on pense, c'est quand même que de réclamer la même chose à un groupe international de dizaines, voire de centaines de milliers de salariés, ou à une entreprise de 258 salariés, c'est un peu fort de café, c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est la première critique que l'on fait. La deuxième critique, on va pas revenir là-dessus, c'est le contenu. Je ne vais pas revenir sur le nombre de SRS, etc. On nous caricature assez rapidement quand on parle des data points, les fameux oui, 1000 data points. Mais en tout cas, personne ne pourra dire que c'est d'une simplicité totale à mettre en œuvre, avec le risque qu'on ne fasse que de la data sans se préoccuper de la transformation réelle de bien sûr. l'entreprise responsable, ce qui est quand même le vrai sujet. Oui, La deuxième critique qu'on fait de façon très globale, c'est qu'on nous annonce des normes sectorielles. Vous savez qu'il y a un enjeu de fixation de normes sectorielles. On connaît les secteurs à risque, ils ont été cités. Pour l'instant, les dates d'application sont reportées. Nous, ce qu'on dit de manière assez pragmatique, ne serait-il pas bon d'abord de faire un test, de voir un peu comment se passe le premier niveau de normes avant de passer d'ores et déjà à l'approche sectorielle. C'est un peu ce qu'on dit, de tester un peu tout ça. Euh, Ensuite, vous avez, je vais peut-être rebondir là-dessus, le sujet des PME. Donc, le sujet des PME, vous avez deux cas. Les PME cotées, elles sont très, très, très peu nombreuses. oui, Par exemple, en France, on pense que c'est une soixantaine. Et puis, 80. vous avez la fameuse norme dite VSME, la norme volontaire, dont je dirai un mot après. Voilà, donc on a quand même un certain nombre d'inquiétudes. Du terrain, nous savons que pas mal de patrons de PME qui vont être soumis dans un an découvrent le sujet, ont tendance à... Généralement, c'est par la direction financière qu'ils apprennent le sujet. Et la tendance naturelle, c'est de demander au commissaire aux comptes s'il est capable d'attester de tout ça, puisque je vous le rappelle, non seulement il faut préparer le sujet, mais en plus, il faut faire attester le rapport de durabilité par une tierce partie, Voilà. soit, soit mon commissaire aux comptes, soit mon organisme certificateur, puisque en France, c'est ces deux parties prenantes qui peuvent attester. Donc, autre point à rajouter, c'est qu'on n'a aucun retour puisque ça démarre hein, pour les grands groupes. Pour les grands groupes, c'est au 1er janvier prochain. Et pour les boîtes de 250 à 500, c'est un an plus tard. Donc, Oui. pour l'instant, on manque un peu de retour. Mais le fait que ce soit volontaire, Guillaume, pour les PME, est-ce que tu vois un intérêt? Qu'est-ce qui va faire que la PME, alors, soit parce que son donneur d'ordre lui demande, et là, tu as un avis à donner, hein, soit pour d'autres raisons, sa banque ou quelqu'un d'autre, mais est-ce que spontanément, du côté de la balance, tu as donné des éléments de complexité, mais quels sont les éléments d'avantage que tu vois? Euh, Alors, peut-être avant d'arriver aux avantages, dire un petit mot de cette norme volontaire, parce que je rappelle oui, qu'elle n'est pas validée. On oui, nous oui, annonce, elle n'est pas validée. non, non, c'est clair. Elle devrait l'être, nous dit-on, à la fin de l'année. Oui. Alors, expliquer ce qu'il y a dans ce projet de norme volontaire. Il y a trois modules. Donc, ça touche les entreprises de moins de 250 salariés. Et c'est ce qu'on appelle la norme volontaire, VSME. Il y aurait un module de base de premier niveau avec 12 thématiques. Là, la CPME a dit que ça lui paraissait très cohérent. Les thématiques climat, biodiversité, économie circulaire, écart de salaire, égalité homme-femme. Bon. Donc, sur le premier niveau, nous avons dit que ça nous paraissait cohérent. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui s'appelle partenaires commerciaux. C'est plutôt objectif, politique, qualité, si vous voulez. Pour ceux qui maîtrisent un peu les normes ISO, c'est voilà, c'est quelle est votre politique, etc. C'est de donner un certain nombre d'éléments d'orientation stratégique. Et puis, à la demande du monde de la finance, qui lui-même est soumis à une norme drastique antérieure à la norme CSRD, ils ont IFRS. rajouté
un module avec beaucoup plus complexe, avec des choses qui nous posent un certain nombre de difficultés, de compréhension. Je pourrais y revenir. Et c'est ce troisième module que nous contestons. Il y a un autre point, je ne veux pas être trop technique, important, c'est le cap of value, c'est-à-dire quel est le seuil maximum qu'un grand groupe pourrait réclamer à une PME. Et là aussi, il y a entre la finance qui veut des exigences très hautes et les PME qui disent c'est inabordable et beaucoup trop compliqué, voilà où en est l'état du sujet sur la norme volontaire qui devrait normalement être appliquée au plan européen à la fin Mais de l'année au plus tôt. ce qui peut sembler paradoxal dans ton propos, Guillaume, c'est que beaucoup de PME répondent déjà au questionnaire type EcoVadis au nom de leurs clients et le font alors qu'il est beaucoup plus large, il a sa complexité propre et ça se passe et ça se passe et ça se passe. Oui, mais je crains que la CSRD soit plus compliquée puisqu'elle demande des indicateurs de manière beaucoup plus précise que EcoVadis, que je connais bien par ailleurs, où tu peux te préparer. Personne, enfin, pour personne ne vérifie si les données que tu communiques sont fiables, etc. Donc, je crains qu'on ne puisse pas trop comparer les deux sujets. Après, pour répondre à ta question sur les enjeux. Bon. Oui, Le, le premier sujet, c'est que cette norme volontaire, les pouvoirs publics, l'autorité des normes comptables, les FRAC nous rassurent en disant ces PME, rassurez-vous, dormez tranquille, elle sera volontaire. Première question, est-ce que cette norme sera volontaire? La réponse est non. La norme volontaire va se transformer en norme obligatoire puisque mes donneurs d'ordre, qui eux-mêmes sont soumis à alimenter leurs données, notamment, par exemple, sur l'exemple carbone, avec ce qu'on appelle le scope yes, 3, vont oui. évidemment demander à leurs sous-traitants de remonter les indications. Donc déjà, il y aura une pression des Oui. donneurs d'ordre majeure sur ce sujet-là. Et celle-là, on la voit déjà arriver. Même chose sur les marchés publics. On voit aujourd'hui des marchés publics qui anticipent une réglementation qui n'est pas encore sortie. Vous voyez, donc, non, cette norme ne sera pas volontaire. Elle va devenir obligatoire par le jeu du marché. C'est facile à comprendre. Ça, les PME le savent. Par contre, c'est pour ça comme elles savent que ça va devenir plus obligatoire qu'on le dit, c'est pour ça qu'elles essayent de demander qu'elles soient quand même abordables, simples et pas des choses totalement inabordables. L'exemple cité souvent d'aspect très compliqué à mettre en œuvre, c'est le bilan carbone scope 3 pour une Mhm. PME. Je rappelle quand même que le bilan carbone est obligatoire réglementairement en France Oui. depuis des lois qui sont récentes pour les entreprises de plus de 500 salariés. Et cette norme CSRD, en imposant le bilan carbone, va donc évidemment au-delà de la loi. Et nous disons que le scope 3 est totalement inapplicable pour des TPE, PME. C'est trop compliqué. Et Guillaume, question avant de passer la parole à Marc, et pour terminer ce panorama très précis dont je te remercie, qui doit payer pour la PME? Est-ce que c'est la PME qui doit payer ou c'est son client ou d'autres? Parce qu'il y a un coût. Comment tu vois cette prise en charge du coût? La prise en charge du coût sera évidemment à la charge de la PME-TPE, car là, on rentre dans la relation donneur d'ordre sous-traitant en France. Et ça, Patrick, on en a souvent parlé, je crains que nous soyons encore dans la relation donneur d'ordre sous-traitant en moins disant CRSE plutôt qu'en mieux disant CRSE. Donc, je suis persuadé que les TPE-PME devront payer le coût Mhm. des impacts de cette réglementation. Mais ce qu'on espère, c'est que cette réglementation permette de rééquilibrer les relations et puis surtout, comme le dit le président de la CPME, François Asselin, que ça permette d'encourager les vertueux. Parce que, et c'est ma conclusion, quels que soient les efforts faits par les PME sectorielles sur ces sujets environnementaux et RSE, et ils sont réels depuis une vingtaine d'années, d'abord en matière environnementale, puis on a attaqué la RSE par les labels sectoriels métiers. Enfin, il n'y a pas une fédération professionnelle, il n'y a pas un secteur qui ne travaille pas là-dessus. Mais le constat quand même, c'est que les donneurs d'ordre n'en tiennent peu compte, hein, ont tendance à réclamer des choses très complexes. Donc,
Aujourd'hui, avant, c'était des questionnaires, c'était EcoVadis. Là, maintenant, ça sera CSRD. Et donc, l'enjeu qui nous est posé, c'est est-ce que ça va permettre de récompenser les vertueux, ceux qui font vraiment des efforts par rapport à ceux qui en Voilà. font moins? Ça me paraît la question, Hmm. d'ailleurs, tu l'as posée dans le Majeur. Alors, majeur. cette conclusion de Guillaume de Bonnard, Marc, elle résume probablement parfaitement la problématique de la transition appliquée aux petites économiques de base comme aux ménages. C'est qu'ai-je à craindre, comment puis-je passer cette étape, comment puis-je intégrer dans mon fonctionnement quelque chose qui est quand même une pression et qui est quand même un coût. Et ça nous renvoie à des questions politiques, sociologiques, culturelles, évidemment, puisque la transition est un sujet global, est un sujet collectif. Il faut bien le prendre en charge. Mais cette question de l'accompagnement, est-ce qu'on peut dire qu'elle a été loupée ou pas assez bien prise ces dernières années, d'où le contexte sociopolitique dans lequel on est en Europe et en France? Euh, Comment on peut élargir de manière plus, je dirais, plus fine ce que vient d'exposer sur la question PME, Guillaume de Bodard. Marc, comment voyez-vous cette dimension sociale qui nous frappe aujourd'hui complètement sur la transition? Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et peut-être je vais me présenter en quelques mots, hein. Je suis chercheur au CNRS et professeur à l'École d'économie de Paris et prof attaché aussi à l'ENS Ulm. Euh, mon sujet de recherche à l'origine, c'était plutôt la question d'évaluation des politiques publiques de façon générale, y compris des questions d'analyse coût-bénéfice dans différents domaines. Et notamment depuis une dizaine d'années dans le domaine de la transition écologique et des politiques climatiques. Et un des sujets qui est vraiment en prise avec ça, c'est la question de la transformation des comportements et en particulier la responsabilité sociale des entreprises. Donc, j'imagine que c'est à ce titre que je me retrouve dans ce séminaire. Merci Patrick. Mais je voudrais avertir quand même l'auditoire que je ne suis pas un spécialiste de tous les domaines concrets, précis. Et c'était très bien que Guillaume prenne la parole avant moi pour parler des détails de la mise en place de la CSRD. Alors, sur la question, Patrick, que tu posais sur le social, oui, la réponse c'est clairement positive. On a loupé la question de l'intégration du social à la transition écologique. Et ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes a été le révélateur. Et ce qui s'est passé avec les agriculteurs plus récemment, même chose. Donc là, il y a clairement eu un loupé dont peut-être que les académiques sont en partie responsables, hein, à la fois les scientifiques du GIEC et les économistes qui ont mis l'accent plus sur des questions centrées sur l'efficacité et pas tellement sur les conséquences redistributives de la transition elle-même et des politiques. Donc clairement, il y a effectivement un souci de ce côté-là. Alors la première question peut-être je vais te laisser rebondir pour Oui, vas-y. repartir un peu sur la première question que tu as mise sur le transparent, là, si tu veux, mais dis-moi un petit peu comment tu veux qu'on Non, non, oriente vas-y, la vas-y, discussion. vas-y, vas-y. Go. Parce que, oui, donc effectivement, la question de la dimension sociale de la transition et du développement durable, elle a été loupée d'un point de vue politique, mais on sent bien aussi que dans les milieux économiques, c'est aussi quelque chose qui a un peu de mal à être intégré, et je pense pour une raison quand même assez simple, qui est que euh, si on peut faire de la responsabilité sociétale de façon générale, et en particulier dans un discours, je dirais, de recherche de réputation et de positionnement sur le marché, c'est beaucoup plus facile de communiquer sur l'environnement et de faire des efforts sur l'environnement, qui est un sujet quand même relativement peu politique, alors que le sujet social est toujours beaucoup plus compliqué. Et dans le sociétal, dans le social, je mettrais aussi non seulement les aspects de relations avec les partenaires, mais aussi les aspects de gouvernance, hein. Donc, quand on regarde au niveau, donc là, la formulation sur le transparent, Patrick dit en Europe et dans le monde. Si on regarde au niveau mondial, je crois que la situation, effectivement, telle qu'on voit l'évolution politique, elle reflète aussi une évolution plus profonde qui est une dégradation de la bonne volonté à l'égard du dialogue social en général, hein. L'illibéralisme, c'est pas seulement du populisme politique, c'est aussi une dégradation des droits du dialogue social dans le monde, des travailleurs d'une façon générale. Il y a le rapport de la Confédération syndicale internationale de cette année qui dénote une dégradation assez rapide
depuis quelques années et ça continue. Donc voilà, donc c'est un contexte général qui est assez clair. Et on a eu l'occasion d'en parler, Patrick, quand on regarde les objectifs du développement durable, donc à l'ONU, qui est une instance qui est quand même assez, disons, l'endroit où, comme en enfer, il y a beaucoup de bonnes intentions, c'est un endroit malgré tout où on sent que certains sujets sociaux sont précisément difficiles à aborder. Et quand on regarde la formulation des objectifs de développement durable et les indicateurs qui les accompagnent, c'est particulièrement faible et difficile sur la question des inégalités et sur la question de la gouvernance, hein. Et on comprend très bien pourquoi, notamment sur la gouvernance, avec un certain nombre de pays qui ne sont pas du tout démocratiques et qui ont beaucoup de mal à intégrer ces normes-là dans des objectifs qui seraient reconnus au niveau mondial. Donc un contexte mondial assez difficile, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de l'intégration dans les milieux économiques. Alors, par contre, en Europe et en France, on pourrait dire on est plutôt pionnier et plutôt vertueux par rapport au reste du monde. Et les commentateurs ont tendance à dire que on se fait souvent rattraper, tu l'as rappelé, Patrick, à propos de l'ISSB, on a tendance à se faire rattraper et doubler par les Américains, mais on a souvent un rôle pionnier en la matière. Euh, Malgré tout, il y a quand même aussi un consensus chez nous, je crois, dans les milieux, notamment de la finance, mais pas que, pour dire que la dimension sociale est quand même un peu le parent pauvre de la responsabilité sociale et de l'investissement responsable. C'est une dimension qui n'est pas très, très bien développée. Alors, si on jette un coup d'œil aux ESRS, hein, et à cette multiplicité, le tableau Excel avec tous les data points, là, qui est assez impressionnant, quand on regarde ce qui se passe dans la dimension sociale, ben, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du narratif, donc très qualitatif. Du côté du numérique, des choses qui sont chiffrées, c'est beaucoup plus modeste. Et on voit que c'est un peu court sur un certain nombre de sujets. Bon, il y a pas mal de choses sur la santé, mais c'est en général centré sur des mesures en termes de jours perdus et des choses comme ça. Donc, on a du mal à voir si ça capture bien la morbidité associée à tout ça. Et en termes de questions de rémunération, on voit que c'est assez imprécis sur le type de rémunération, la volatilité, le type de sécurité d'emploi, le type de contrat. L'indicateur d'inégalité qui est retenu est aussi extrêmement fruste. C'est tout à fait en écho avec ce qu'on voit au niveau des objectifs du développement durable. Donc là, on voit bien que si on voulait, et je vais terminer sur cette première question, si on voulait que ces indicateurs nous donnent des éléments pour construire un indice de performance globale de l'entreprise, donc sans doute quelque chose qui aurait une bonne dose de monétisation des impacts, notamment sur le personnel, sur les employés, on voit qu'on aurait du mal. Il faudrait aller plus loin et on n'aura pas les données Ouais. suffisantes. Donc c'est à la fois déjà trop compliqué à mettre en œuvre et sans doute pas suffisant par rapport à ce qui permettrait d'être vraiment précis. Et Marc, par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est pas le résultat du fait que, bon, il y a eu une pression des ONG environnementales, mais il n'y a pas eu la même pression, je sais pas si j'ai raison de dire ça, mais en tout cas, c'est une intuition de la part des acteurs sociaux qui ont peut-être tenté, ou côté patronal comme côté salarié, pour faire progresser cet élément-là. Alors, l'accord quand même sur le partage de la valeur que rappelait tout à l'heure Guillaume de Bonnard était quand même une initiative vraiment intéressante. Elle a abordé le sujet. Je ne sais pas si le débouché est très ambitieux, mais bon, on a un déséquilibre, une pression de la société civile très forte sur l'environnement et beaucoup moins forte sur le social, comme il allait de soi et que finalement le modèle libéral allait faire le job. Ben, il ne le fait pas. Donc, quid? Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu un problème de méfiance générale. Donc, on parle de société de défiance, mais là, le sujet du social, en quelque sorte, il y a des acteurs qui se spécialisent un peu sur ce créneau-là, certaines ONG, les syndicats, bien sûr, et je pense qu'ils ont eu une certaine attitude méfiante, prudente ou trop prudente vis-à-vis de la démarche RSE en général Oui, en se disant, voilà, ça va être, oui. pour faire court et brutal, ça va être de l'enfumage, hein, ça va être de la communication, et la perspective qui est, ça doit être du volontarisme, etc., ça nous emmène sur un terrain glissant où il y aura beaucoup de com, et ça servira surtout à relâcher la pression politique qui pourrait s'exercer sur une réglementation plus volontariste des pratiques sociales des organisations. Donc, cette méfiance, elle était peut-être de bonne aloi jusqu'à un certain point de vue.
Et puis, j'imagine qu'elle va se reporter un peu aussi sur la CSRD, au sens où il s'agit de transparence, il ne s'agit pas vraiment de transformer les pratiques. Il y a pas, il y a une obligation de Exactement. communication, il n'y a pas encore une obligation vraiment de changer les Non, pratiques. il n'y en a pas. Ça me rappelle un sujet, si je peux ajouter un mot là-dessus, Patrick, ça me rappelle un sujet un peu voisin, qui est la question de la cogestion et la gouvernance partagée des entreprises, sujet sur lequel les syndicats en particulier ont été souvent assez timorés et méfiants. Donc il y avait un peu une tradition adversariale du syndicalisme français, et puis le patronat français a aussi une tradition, je dirais, qui est en miroir, qui était aussi relativement hostile. Mais malgré tout, on retrouve un peu ce problème Hum, de hum, difficulté hum, à avancer sur un sujet qui, en termes de progrès social, pourrait être très porteur, parce hum, que les acteurs se méfient de rentrer dans un processus qui peut éventuellement ne pas leur être aussi positif qu'ils voudraient l'espérer. Ça, je crois que c'est un point absolument majeur. Je ne sais pas si Guillaume, il interviendra, le ressent en tant que membre d'une organisation représentative. Mais en gros, enfin, pour avoir moi-même travaillé dans le monde patronal, je dirais que c'est pas rentré dans la politique contractuelle. En réalité, c'est pas rentré. Et les syndicats le disent, ils disent, mais on n'est pas là pour améliorer la performance de l'entreprise. Alors, si on entend des phrases comme ça, il est sûr que là, on peut pas avancer beaucoup. On peut pas aller très loin. Et ça, on le paye aujourd'hui, hein, on le paye. Donc, est-ce que Marc, ces constats qu'on fait là, trouvent des échos de transformation ailleurs? Est-ce que tu penses que pour aller vers le dialogue avec nos participants, est-ce que tu vois au bénéfice de la crise un peu une possibilité de se remettre en question, de peut-être de reprendre autrement le narratif RSE, qui n'est pas que un outil pour améliorer l'entreprise, il est là pour améliorer le monde. C'est ce qui m'avait frappé dans la réunion qu'avait organisée Guillaume à CPME. Je veux dire, non, c'est pas une technique d'amélioration de l'efficacité de l'entreprise. Il ne faut pas que c'est. On peut même la transformer. Mais c'est avant. Narratif entreprise, narratif syndical, narratif social. Est-ce qu'on peut raccrocher les wagons dans le travail que tu avais fait de faire s'exprimer tous les acteurs sociaux? Tu avais ouvert des pistes. Est-ce qu'on peut espérer que, je dirais, on repositionne le sujet où on va être obligé de faire la norme plus la norme plus la norme dans les années qui viennent? Oui, c'est un sujet compliqué. C'est assez facile de dire, de dessiner un chemin qui serait un peu idéal où Oui. chacun ferait un effort de son côté pour changer le narratif. Et donc, on peut assez facilement dire ça. Et donc, je vais le faire là tout de suite. Mais en même temps, avec modestie, parce que en termes de possibilités réelles, politiques, etc., c'est beaucoup plus compliqué, hein. Mais si on voulait reconstruire le narratif, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il y aurait trois éléments fondateurs. Un, ça serait d'abord de mieux reconnaître la contribution de l'entreprise à la société, qui n'est pas que du profit, effectivement, ça c'est une vision trop étroite. Ça n'est pas non plus que de la valeur ajoutée, comme le diraient les comptables nationaux. C'est quelque chose d'un peu plus compliqué, qui a une contribution à, effectivement, du profit pour les actionnaires, mais aussi non seulement du revenu, mais du surplus, comme disent les économistes, pour les salariés et également pour les utilisateurs, les consommateurs des produits de l'entreprise. Donc, cette notion de surplus global et donc cette notion de valeur pour les parties prenantes, c'est ça qui devrait prendre corps dans un nouveau narratif. Et je pense que c'est l'approche la plus Mhm. prometteuse, mais qui n'est pas encore vraiment vulgarisée. Et là, Non, on a un non. effort, nous aussi, je pense, nous, et quand je dis nous, je t'inclus, Patrick, dans cet effort, parce que Oui, tu je fais suis beaucoup bien. de choses dans cette direction-là. Effectivement, il faut qu'on contribue à changer ça. Le deuxième pilier, je pense, ça serait de progresser vraiment vers la construction d'indicateurs de performance globale, hein, de dire, voilà, si on est capable de parler de cette performance globale, est-ce qu'on est capable aussi de la mesurer et d'accompagner ça, non seulement pour guider les décisions des agents du marché, que les consommateurs puissent choisir, que les investisseurs puissent choisir, que les salariés aussi puissent choisir leur employeur, etc., mais que ça serve à guider la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise ne soit plus cantonnée à un objectif très étroit, mais elle embrasse aussi comme objectif principal cette performance globale. Et enfin, alors là, c'est pour répondre plus directement à ce que tu disais sur la possibilité, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Le monde concurrentiel est très dur, et surtout si on regarde à l'extérieur de l'Europe,
on fait face à beaucoup d'acteurs qui sont beaucoup moins scrupuleux que nous. Et donc, face à ça, il est clair qu'il faut des politiques publiques qui soient proactives pour protéger la vertu. Hein, ça rejoint ce que disait Guillaume dans sa conclusion. Voilà, le comportement vertueux, si on le recherche pour lui-même, c'est voué à l'échec. Il faut que ce soit accompagné pour que ça puisse survivre dans un monde qui est quand même assez dur. Oui. Merci de ces éclairages qui sont vraiment extrêmement clairs et je pense très justes. Je ne sais pas si Guillaume, avant que Arnaud ne reprenne le fil des questions de la part des participants, tu veux commenter ces derniers points puisque tu es quand même très concerné, Guillaume. Ben, moi, je pense que l'accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur en France, il est assez important puisqu'il conduit à promouvoir, voire à développer, voire à imposer le fait pour les patrons de PME à mettre en place de l'intéressement dans des entreprises qui mettaient peu en avant. Donc, et les syndicats de salariés l'ont bien compris. Donc là, je pense qu'il y a un point d'avancée important sur cet accord. Sur la transition écologique, certains syndicats de salariés ne l'ont pas signé, d'autres l'ont signé, parce que ceux qui ne l'ont pas signé considérant qu'il n'était pas assez normatif et prescriptif, sous-entendu qu'il n'amenait pas de réglementation supplémentaire. La CFDT l'a signé. Ce qu'on peut dire, c'est que pour les DRH de grands groupes qui doivent travailler sur un accord de transition écologique, tous nous disent que c'est un bon guide pour mettre en œuvre, parce qu'il y a pas mal d'exemples, etc. Mm. Donc, vous voyez, c'était deux approches. Il y en a une qui a Oui. permis de faire avancer de manière un peu plus normative l'intéressement, et puis l'autre, c'était plutôt un guide. Et là, pas mal de syndicats n'ont pas voulu Ouais. le Mais signer. ce sont deux très bonnes pistes, effectivement, qu'il faudra suivre. Arnaud, je te laisse reprendre le fil des questions de nos Oui, participants. très bien, Merci. merci. Merci à vous trois pour vos présentations qui étaient particulièrement appréciées. Une fois n'est pas coutume, Patrick, je vais commencer par une rapide question pour toi, parce que je crois que beaucoup de gens se posent la question dans le contexte des élections européennes. Si tu devais sortir ta boule de cristal, dirais-tu qu'il y a un risque de détricotage du Green Deal et de la CSRD dans la nouvelle configuration du Parlement? Non, moi, c'est ce que j'ai repris. Alors, je n'ai fait qu'analyser les commentaires des uns et des autres. Je n'ai pas ni de boule de cristal, ni je suis trop à l'intérieur. Mais les rapports de force nous montrent que, il y a eu tellement d'engagements financiers qui ont été pris, de dispositifs qui ont été pris, que détricoter risquerait de déstabiliser considérablement les grands acteurs, banques, financiers, pouvoirs publics, qu'il faut aménager, améliorer, notamment dans le sens social que rappelait Marc tout à l'heure, ce qu'on a fait. L'Europe doit maintenant rajouter une confrontation à la compétition internationale pour que ce qu'elle a mis en place se déroule que de façon, je dirais, financièrement réaliste. Mais non, non, on va accentuer les choses simplement. Le volet, moi je me souviens de consultations de la Commission qui nous interrogeait beaucoup sur les impacts sociaux, emploi, les impacts de formation des entreprises qui faisaient de la transition, etc. Et elle l'a vu, cette déficience, elle l'a vu. Mais on est parti d'un côté trop fort. On va le corriger. On va le corriger, mais on ne peut pas et on ne doit pas revenir dessus, c'est évident. Je pense que là, il y a un réalisme européen qui contraste avec le manque de réalisme français, peut-être, sur le sujet. Quand on voit qu'il y a des partis politiques qui proposent de revenir sur l'énergie renouvelable en France, on se pince, bon, etc. Donc, non, je pense qu'on ne défera pas, mais il faut qu'on apprenne la méthode. L'Europe n'est pas assez dans le contrat. Donnant, donnant. C'est que typiquement les grandes entreprises, faut le rappeler, ça a été écrit 10 fois et ça c'est important pour nos participants, elles ont jamais de loi sur ce sujet, même la CSRD, avec sanction. Vous n'êtes pas sanctionné si vous ne le faites pas. Donc, alors que les agriculteurs, on leur a dit, bah, écoutez, c'est comme ça, l'OFB va venir vous enquêter, l'OFB, elle est armée. Enfin bref, on a fait des erreurs de méthode extrêmement importantes là, là, il faut apprendre. Et moi, ce que j'entends des milieux de l'EFRAG ou d'ailleurs, c'est on a trop collé. Bon,
qui sont dans la logique GRI, il faut tout regarder, il faut pas assez de priorité, pas assez d'impact. Enfin, je pense que Guillaume le dirait mieux que moi. On n'a pas assez priorisé, on n'a pas assez testé, retesté, avoir des panels d'appropriation, etc. Je pense qu'on est parti dans une logique technocratique qu'on paye très cher. Voilà. Bon, si on- Bon, merci Patrick. Tu auras répondu à la question et partagé ton Ouais. appréciation du chemin parcouru. J'ai pris le temps de réunir quelques questions pour les poser de façon un peu plus organisée. Alors, je vais les adresser à Guillaume, mais Marc, si vous voulez compléter, parce que vos propos étaient très en complément, n'hésitez pas. Et Guillaume, vous avez rappelé dans votre introduction que le contexte était effectivement d'avoir des grandes entreprises qui avaient été soumises à des obligations réglementaires, à l'inverse des PME ces dernières années, pardon, et qui conduisaient de façon médiane, moyenne et à une maturité bien supérieure dans ces grandes entreprises versus les PME, malgré les efforts que beaucoup d'entre elles réalisent. Et donc, partant de ce constat, euh, trois questions plutôt opérationnelles. La première, c'est euh, pensez-vous et à quelles conditions la CSRD pourrait représenter un dispositif de transformation et non pas simplement de gestion de données? Euh, et plus largement, de par votre connaissance intime du milieu de la PME, qu'est-ce qui ferait, enfin, comment entraîner les équipes, mobiliser les collaborateurs de ces PME dans un projet autour des enjeux de développement durable? Et dans la relation particulière de ce tissu de PME avec ces grands donneurs d'ordre, hein, puisque la plupart du temps, ils ont des relations avec des multinationales ou des grands groupes qui sont dans leur chaîne de valeur, quelle est la meilleure façon d'apaiser la transmission de démarches et d'informations autour de l'ESG? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui vous paraissent à privilégier? Alors, vous avez cité Covadis, mais il y en a peut-être d'autres. Alors, vous m'entendez? Oui, donc, Oui. apaiser, vous avez compris, apaiser, le sujet est un peu compliqué parce que si vous expliquez que la norme est peut-être un peu compliquée, on vous répond que vous êtes ringard, que vous êtes contre la transition, etc. Bon. En réalité, en réalité, pour les PME, TPE, on s'en fout complètement puisqu'on est très opérationnel. Vous voyez, on n'est pas du tout dans un débat, on n'est pas des militants de la cause. Et puis, en plus, on n'a aucun complexe puisqu'on travaille sur ces sujets environnementaux, et c'est reconnu au moins de la part de la CPME, environnementaux depuis 15-20 ans. Et puis la RSE, c'est nous qui sommes les précurseurs des labels sectoriels robustes. Donc, on n'a aucun complexe là-dessus. Mais l'hystérisation du débat n'amène pas l'apaisement. Et l'excès de normes n'appelle pas non plus l'apaisement parce qu'il est assez naturel que les acteurs, parce que c'est très facile de viser les entreprises, c'est toujours la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc, ces réglementations, elles s'appliquent aux gens concernés et aux plus petits d'entre eux. Bon. Je rappelle quand même que dans la crise agricole, c'était lié à un aspect de norme. Donc, c'est pas à la fois, il faut de la norme, mais il faut quand même qu'elle soit applicable, bien comprise, et quand même qu'on donne un peu de visibilité aux plus petits des acteurs. Ça amène d'ailleurs à une question, c'est que les gens qui pondent des réglementations au plan européen et national n'ont aucune idée de comment fonctionne une PME-TPE. Soit ils ont fait leur stage de grande école en grande entreprise, soit ils sont restés dans leur administration. Donc, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Il y a une méconnaissance totale de ce qu'est la vie d'une PME, TPE. Ça, c'est donc apaiser. On est dans un contexte réglementaire un peu compliqué, politique un peu compliqué. Alors après, la mise en œuvre. Quels seraient les conseils à donner? Donc là, je sors un peu de l'aspect réglementaire. Je suis une PME TPE et je souhaite lancer un programme RSE, prendre le sujet ou le compléter, notamment en lien avec mes équipes. Si jamais mon secteur d'activité, parce que comme je vous l'indiquais, les secteurs d'activité n'ont pas attendu la CSRD pour travailler là-dessus. Donc si je suis dans le bâtiment, par exemple, et on sait que c'est un des grands secteurs français, je regarde ce qu'ont fait les fédérations professionnelles du bâtiment. Il y en a deux, Fédération du bâtiment et la CAPEB, pour les artisans. Or, ces deux fédérations proposent des programmes. Donc, je ne reste surtout pas tout seul et j'essaye de voir ce qui a été fait en lien avec mon secteur professionnel. Voilà, ça, si ça aide.
et ensuite, je mets en œuvre le programme proposé. En un mot, j'utilise les meilleures pratiques, je benchmark, je me renseigne auprès de mes opérateurs de compétences. Il y a tout l'enjeu de la formation professionnelle pour les collaborateurs. Vous savez qu'en France, on a ce qu'on appelle les opérateurs de compétences, les OPCO, qui contribuent au financement et à l'ingénierie de la formation. Et ce sujet, environnemental et RSE, rentre complètement dans leur cadre. Voilà. Donc, j'essaye d'éviter d'être seul et ensuite je fais une approche pragmatique par palier. Je ne suis pas trop ambitieux, je ne veux pas tout résoudre en une année. Vous voyez, j'y vais par Oui, marche et le plus rapidement possible, j'associe mes équipes à ce projet. Nous savons que les équipes sont très friandes, ça c'est une banalité de le dire, de la mise en place de démarches RSE et c'est très vrai pour les nouveaux arrivants qui maintenant posent des questions quand on les recrute sur la stratégie RSE réelle. Et puis j'évite de faire du greenwashing ou de la com. Je ne prends pas le sujet de la RSE, même si je suis une PME, sur un aspect de marketing et de com. Je pense que c'est une erreur. très bien. Après, Très pour important ce que tu ouvrir, as dit. après, pour ouvrir un peu sur CSRD transformation. J'ai vu que dans le chat, il y avait une question sur le test, parce que je vous ai parlé de la norme volontaire. Il y a eu Oui, une bonne nouvelle, c'est une des premières fois oui, qu'on voit ça pour les PME, il y a eu un test PME. C'est-à-dire la CPME a proposé qu'on teste la norme volontaire auprès d'une quinzaine de PME. Et ma société était membre, et le président de la CPME, qui est François Asselin, qui est dans le bâtiment, était aussi membre. Et les conclusions de ce qu'on a pu remarquer, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire, vous vous rappelez, je vais parvenir sur mes 3 modules. Hein. Il y a un vocabulaire un peu ésotérique. Donc ça m'amène à un sujet qui a été évoqué. Pour que ça fonctionne, il faut éviter le débat d'experts. Les PME n'ont pas le temps d'être expertes, d'avoir un langage incompréhensible et voire ésotérique. Donc, on a dit qu'il y avait un sujet de vocabulaire. Et puis après, on a dit ce que je vous ai dit sur la troisième partie, c'est qu'il y avait 2 thèmes sur lesquels c'était très compliqué. Le bilan carbone, j'y reviens pas. La biodiversité, c'est bien beau de dire c'est un enjeu majeur, tout le monde est d'accord, mais comment on met ça en œuvre? Donc ça, c'est compliqué. Et puis après, c'était sur le climat, enfin, il y avait un jargon totalement incompréhensible et les PME ont répondu, on sait même pas, on n'arrive même pas à comprendre la question que vous nous posez hum, dans le. hum. Bon. Une fois qu'on aura réglé tout ce que je vous raconte là, évidemment on pense qu'une transformation va avoir lieu. Euh, la réglementation CSRD et normes volontaires va amener les PME et amène déjà les PME à bouger sur le sujet. Donc, moi, je ne suis pas un fervent de la norme à tout prix, mais force est de constater, on est en France, c'est un État très colbertiste, donc force est de constater que cette réglementation amène les secteurs professionnels à s'emparer, sans doute plus qu'avant du sujet, malgré toutes les critiques et les contraintes dont je vous ai fait part. Et aujourd'hui, la mode est je parle plutôt pour les PME, au guide. En fait, pour savoir sur un sujet aussi technique de quoi on parle, tout le monde est en train de réfléchir à élaborer son guide pour les nuls, vous voyez, un peu concret, comment mettre ça en place dans mon secteur d'activité. Donc aujourd'hui, sans attendre la sortie de la norme volontaire, il y a beaucoup d'initiatives sectorielles de guides, et c'est une bonne chose. C'est-à-dire, pour pouvoir avancer et transformer, il faut déjà que je comprenne ce que je dois faire. Donc il y aura des guides sur cette réglementation, il y aura des guides, il existe des guides pour mener sa démarche RSE, et je pense que ça va contribuer et ça contribue déjà à intégrer la thématique dans le corps des PME-TPE, non seulement françaises et demain, mais aussi européennes. Un dernier point, il va y avoir un enjeu majeur lié à la data. Aujourd'hui, si vous voulez faire un bilan carbone dans une entreprise, une TPE, ça va vous coûter 15 000 euros, 12 000 euros, 8 000 euros. On sait que demain, ça coûtera 250 ou 300 euros par le jeu de la data. Parce que moi, j'ai une entreprise d'une quinzaine de personnes. Mes impacts sur l'environnement, dans le conseil, j'y ai réfléchi, j'en ai 2 majeurs. J'ai mes déplacements et j'ai mon sujet numérique. Peut-être que des gens autour de la table pourront me dire que j'en ai un troisième majeur. Je suis locataire à Meudon, donc la biodiversité. Donc j'ai identifié deux items matériels.
mais je ne vais pas faire un bilan carbone pour 3 véhicules, etc. Je ne vais pas dépenser 8 10 000 balles. Bon. Par contre, si demain, je donne le nom de mes véhicules, leur âge et le kilométrage, et que par un système de data, on me Bien calcule sûr. immédiatement le tonnage carbone, c'est ça, je veux dire qu'il y a tout le monde est là-dessus, toutes les Oui. startups, tous les data sont là-dessus. Bon, le truc à 8 000 balles va coûter 200 euros. Et là, cet investissement, moi, je le ferai, évidemment. Mais je ne suis pas prêt aujourd'hui à, alors peut-être que en tout cas, ça va être divisé par 10, voire plus. Et en ce qui concerne ma petite entreprise dont je peux vous parler, nous, on est ISO 9001 depuis 2005. Personne ne nous a jamais demandé quoi que ce soit là-dessus, si c'était utile, pas utile. On l'a fait plutôt en termes d'organisation. Par contre, j'attendais la sortie de cette réglementation pour me lancer dans sans doute une évaluation de type ISO 26000. Vous voyez ce que je veux dire? Je Mm. vais il existe une norme qui est reconnue pour les PME très applicable. La norme ISO 26000, elle est très bien faite. Et je vais me faire évaluer par une tierce partie en intégrant les indicateurs. Donc, Oui. je vais profiter de la N'oublie sortie de pas la qu'elle n'était pas, enfin, elle était valuable, norme. mais elle n'est pas certifiable, hein. Et voilà. Et donc, je vais en profiter de la sortie de ces indicateurs, de cette norme volontaire, pour faire un pas de plus. Et je pense que je ne serai pas le seul à avoir le même type d'approche. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, la question suivante s'adressera à tous les deux, Marc et Guillaume. Marc, vous avez rappelé en toile de fond les gilets jaunes dans la dimension sociale et la grogne plus récente des agriculteurs. Patrick, tu avais évoqué aussi les enjeux d'arbitrage entre le social et l'écologique. Ça nous rappelle à ce slogan fin de monde, fin de mois. Donc, on le sait aujourd'hui, Guillaume, les PME sont quand même très enclins à des difficultés conjoncturelles et privilégient particulièrement la fin de mois parce que c'est des réalités de trésorerie qu'elles vivent pour la plupart d'entre elles. Néanmoins, Marc, Guillaume, comment peut-on faire pour essayer de rééquilibrer la répression de ces deux enjeux, d'après vous? Alors, c'est une vaste question, probablement. Et qu'est-ce que j'avais une autre question à vous poser? Pardon. Oui, et peut-être, Marc, vous, on constate que les CSE et les représentants du personnel n'ont pas tellement saisi la main tendue de la nouvelle loi climat et résilience qui les mandate ou les autorise à interpeller les dirigeants sur la stratégie climat, mais plus largement le développement durable de leur entreprise. Comment pourrait-on les impliquer davantage justement pour discuter de cet équilibre entre fin de mois et fin du monde? Mais je crois que Marc nous a quittés. Donc, Marc? Guillaume, Ah, si vous voulez bien ah. commencer par répondre. Alors, Guillaume, tu veux peut-être commencer à répondre? Bon, enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet social, mais il est vrai que les partenaires sociaux dans les entreprises se sont peu emparés de la thématique transition écologique. Je suis assez d'accord avec ça. Il y a plusieurs raisons. Oui, plein La de raisons. première, c'est que ça demande une connaissance et une expertise qu'ils n'ont pas. Donc, euh, et puis, effectivement, il faudrait identifier les branches professionnelles qui ont commencé à engager des travaux là-dessus. Il n'y en a pas 50 000. C'est vrai qu'on est. euh, euh, Bon, je ne sais pas quel est l'allant des organisations syndicales de salariés là-dessus. Il y a eu, juste après, il y a eu la réforme des retraites, vous voyez. Donc, je pense qu'il y a aussi le fait que la conjoncture fait que les organisations syndicales de salariés se sont focalisées sur d'autres sujets, à leurs yeux plus Oui, importants. Ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas. Il est un peu tôt. Je rappelle que l'accord date de novembre 23, ça fait moins d'un an. Il est oui. peut-être un peu tôt pour en tirer trop de conclusions. Euh, voilà ce que je dirais. Je rappellerai que Oui, je pense voilà. je pense que pour compléter, je ne sais pas si Marc a perdu la ligne, mais va revenir. Mais la culture, notre culture sociale, elle repose sur des axiomes qui sont effectivement pas aujourd'hui ceux-là, c'est-à-dire sur mais Marc, vous nous avez rejoint, donc on va vous laisser répondre. Je ne sais pas si vous avez entendu la question de d'Arnaud, mais nos axiomes, je disais simplement que on avait une culture sociale qui se prêtait pas bien à l'intégration dans le contrat, dans le pacte social au niveau de l'entreprise, de ces questions plus générales, plus globales, environnementales et sociétales, et qu'on n'a pas pu, pour des raisons qu'a rappelé Guillaume, peut-être de pression ici et là, on n'a pas pu modifier ça dans les dernières années. Est-ce que vous avez une autre explication sur le fait que la culture sociale a du mal
à faire de l'enjeu fin de mois, fin du monde, un, un- un élément majeur du dialogue. Je sais pas. Est-ce que vous m'entendez, Patrick? Oui, on vous entend maintenant, Marc. Oui, Oui. je suis désolé, mon ordinateur s'est craché tout simplement. Donc, je vous Ah appelle bon, avec mon téléphone décidément. là. J'ai vraiment un malheur avec les deux ordinateurs. Euh, en fait, j'avais envie de rebondir un peu sur une question. Je pense que c'est peut-être un peu tangent parce que j'ai entendu seulement la fin de ta question, Patrick, mais il y avait une question dans le chat qui était sur les Oui, entreprises à mission. Et oui, je pense vas-y, que on peut. ça rejoint un peu une problématique qui est un peu générale dans cette perspective, qui est la tendance à chercher des solutions par des créations de niches, en fait. Alors que je pense que l'enjeu, donc c'est très bien les entreprises à mission, c'est très bien le secteur solidaire, etc. Parfait, mais le vrai sujet, c'est la transformation de l'ensemble du secteur productif et de l'ensemble des entreprises. Et c'est là que cette question d'imprégnation de la culture dont tu parlais, Patrick, est pertinente. Il faut vraiment que ces sujets-là deviennent Hum, des sujets qui soient embrassés par tous les acteurs, y compris ceux qui sont les plus hum, dans un esprit traditionnel économique hum. des affaires. Voilà, et Ouais. c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Merci. Comme on arrive à la fin de notre webinaire et que vers midi 15 nous arrêtons, je vais remercier les participants. Arnaud, merci. Guillaume de Bodard et Marc Lorbet d'avoir enrichi vraiment cette réflexion de manière très concrète et très actuelle, ce qui est notre souci. Et on voit que, il y a du chemin qui a été parcouru, il y a des choses qui sont en cours, mais probablement qu'il va falloir aussi faire des efforts très très importants pour nouer des accords de progrès, si je puis dire, dans la période qui vient, pour à la fois réussir la transition, continuer, mettre les entreprises sur des rails de progrès collectif et économique et faire en sorte qu'on arrive à concilier l'ensemble des sujets sans en sacrifier un ou un autre ici ou là. Bon, donc on est très au défi et c'est intéressant du reste cette période très chaotique que nous vivons et qu'on porte cette opportunité. Faisons confiance aux acteurs pour aller de l'avant et je dirais une dimension démocratique pour surpasser toutes les difficultés parce que c'est d'abord tout l'esprit qui devrait l'emporter sur les inquiétudes en cours. Voilà. Merci à vous deux, à vous trois. À très bientôt et nous nous retrouvons le 19 juillet pour une nouvelle actualité. Je pense qu'on aura des choses à se dire et sûrement une rentrée qui sera très riche où le sujet va prendre de plus en plus de densité. Je vous conseille vraiment d'aller voir l'article de notre ami Eccles sur comment il voit le développement durable dans les structures, dans les entreprises. Et moi, je trouve que ça dit beaucoup de choses sur ce qui nous attend. Merci à vous tous, bon courage et ben, restons unis comme ils le font. Merci, au revoir, Merci, Patrick. à Merci, au bientôt. revoir. Merci, au revoir.